Thèse 34e. À quelque point de vue philosophique que nous nous placions aujourd'hui, c'est encore le caractère spécieux du monde dans lequel nous croyons vivre qui constitue ce que notre œil peut saisir de plus assuré et de plus ferme. Nous trouvons de multiples raisons qui nous induisent à forger des hypothèses sur un principe d'erreur qui se trouverait dans l'essence des choses. Mais imputer à notre pensée, donc à l'esprit, la fausseté du monde, échappatoire honnête qu'emprunte inconsciemment ou non toute advocatus Dei, tenir ce monde avec son espace, son temps, sa forme et son mouvement, pour une fausse conclusion, ne serait-ce pas une bonne raison d'apprendre enfin à se défier de toute pensée? La pensée ne nous aurait-elle pas, jusqu'ici, joué le pire des tours? Et quelle garantie aurions-nous qu'elle ne constituera pas à faire ce qu'elle a toujours fait? Très sincèrement, l'innocence des penseurs a quelque chose de touchant, quelque chose qui inspire le respect. Aujourd'hui encore, elle leur permet de se placer devant la conscience en la priant de leur répondre honnêtement. Par exemple, si elle est réelle, pourquoi elle s'écarte du monde extérieur, et autres questions du même genre. La croyance en des certitudes immédiates est une naïveté morale qui nous honore, nous philosophes, mais nous devons cesser désormais d'être des individus rien que moraux. La morale mise à part, cette croyance est une sottise qui nous fait peu d'honneur. Si dans la vie bourgeoise une méfiance toujours en éveil passe pour la marque d'un mauvais caractère, et donc pour un manque de bon sens, qu'est-ce qui nous empêche, nous, au-delà du monde bourgeois, de ces affirmations et de ces négations, de manquer de bon sens et de dire « Le philosophe, plus que personne, a droit au mauvais caractère parce qu'il a toujours été la plus grande dupe de la terre. Il a aujourd'hui le devoir de se méfier, de darder sur le monde, du fond de tous les gouffres du soupçon, le regard le plus mal intentionné. » Qu'on me pardonne le sarcasme de cette sombre raillerie, moi-même, depuis fort longtemps, j'ai appris à penser et à juger autrement les trompeurs et les trompés, et je garde en réserve quelques nasardes à l'égard des philosophes dont la fureur aveugle s'insurge contre l'idée même d'être trompés. Pourquoi pas? C'est par pur préjugé moral que nous accordons plus de valeur à la vérité qu'à l'apparence. C'est même l'hypothèse la plus mal fondée qui soit. Reconnaissons-le, nulle vie ne peut subsister qu'à la faveur d'estimations et d'apparences inhérentes à sa perspective. Et si l'on voulait, avec un certain nombre de philosophes, à grand renfort d'exaltation vertueuse et de niaiserie, supprimer complètement le monde apparent, si vous étiez capable d'une telle opération, il ne resterait rien non plus de votre vérité. Car, enfin, qu'est-ce qui nous force à admettre qu'il existe une antinomie radicale entre le vrai et le faux? Ne suffit-il pas de distinguer des degrés dans l'apparence, en quelque sorte des couleurs et des nuances plus ou moins claires, plus ou moins sombres, des valeurs diverses pour employer le langage des peintres? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction? Et si l'on objecte qu'à toute fiction il faut un auteur, ne doit-on pas carrément répondre « pourquoi » Cet « il faut » n'appartient-il pas lui aussi à la fiction, peut-être? Est-il donc interdit d'user de quelque ironie à l'égard du sujet, de l'attribut et de l'objet? Le philosophe n'aurait-il pas le droit de s'élever au-dessus de la loi qui régit la grammaire? Tous nos respects aux gouvernantes, mais ne serait-il pas temps pour la philosophie d'abjurer la foi des gouvernantes?